Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre de neurologie concernant la commande volontaire du mouvement et je vous donnerai dans cette vidéo l'essentiel des informations à retenir pour une éventuelle synthèse au bac. Voyons tout d'abord quels sont les organes qui contrôlent nos mouvements volontaires. L'étude de patients ayant eu un accident vasculaire cérébral qui endommage le cerveau, par exemple ici à gauche, a révélé une paralysie des muscles du côté droit du corps, ce que l'on appelle une hémiplégie droite. Ainsi, quand certaines zones du cerveau sont touchées, nous ne pouvons plus contrôler nos mouvements, ce qui montre le rôle du cerveau dans la commande des mouvements volontaires. Par ailleurs, des patients ayant eu une lésion de la moelle épinière qui se situe en arrière de la colonne vertébrale, au niveau cervical, comme visible sur ce cliché IRM, deviennent paralysés des jambes et des bras. On dit qu'ils sont tétraplégiques. Ceci prouve que la moelle épinière intervient également dans la commande des mouvements volontaires. Mais alors, quel lien existe-t-il entre le cerveau et la moelle épinière? Vous voyez ici un schéma de cerveau en vue externe représenté avec ses différents lobes. Si on regarde ce cerveau en coupe transversale, on se rend compte que la partie interne est blanche alors que la partie périphérique est grise. Tout comme la moelle épinière, cette substance grise en périphérie contient les corps cellulaires des neurones. On l'appelle dans le cerveau le cortex. Le cortex est donc la couche la plus superficielle du cerveau. L'analyse de cerveau de patients par IRM fonctionnel a permis de montrer que certaines zones du cerveau étaient dévolues à des tâches particulières lorsqu'on réalise un mouvement. Ainsi, le cortex du lobe frontal permet de se fixer un objectif à atteindre, alors que le cervelet, à l'arrière du cerveau, permet d'enchaîner des mouvements différents. Mais ce qui nous intéresse, c'est la zone du cortex dévolue à l'exécution de mouvements, le cortex moteur, appelé encore aire motrice primaire ou RM1. Grâce aux techniques d'imagerie du cerveau, on a dressé une cartographie de cette aire M1. On a remarqué qu'il y a un véritable partage des tâches au sein de l'aire. Certaines zones sont responsables du mouvement des muscles des doigts de la main, d'autres du mouvement des muscles des yeux, de la bouche, etc. Il est intéressant de remarquer que les muscles ayant une mobilité importante, comme la bouche et les mains, occupent une grande surface dans le cortex moteur. Quel est alors le trajet du message nerveux moteur ? J'ai déjà mentionné le fait que des personnes ayant subi une section cervicale de la moelle épinière deviennent tétraplégiques. D'autres, ayant subi une section plus basse au niveau des lombaires par exemple, deviennent paraplégiques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus bouger leurs jambes, mais leurs bras oui. Cela montre que le message nerveux qui part du cerveau descend le long de la moelle épinière pour atteindre les membres en périphérie. De plus, des personnes ayant un AVC à gauche deviennent paralysées ou hémiplégiques à droite et inversement. Ceci montre que le mouvement est contrôlé de façon opposée par le cerveau, on dit que la commande est contralatérale. Mais alors, comment ça marche ? Étudions notre système nerveux en coupe à différents endroits, au niveau du cortex, du bulbe rachidien et de la moelle épinière. Le message nerveux est élaboré par des neurones du cortex moteur appelés neurones pyramidaux. Ce message nerveux descend sous forme de potentiel d'action le long des axones de ces neurones jusqu'à se connecter aux motoneurones de la substance grise de la moelle épinière. Attention, pas les mêmes que ceux qui interviennent dans le réflexe myotatique. Ces motoneurones intègrent les informations en provenance du cortex et les transmettent aux muscles en périphérie. Au niveau du bulbe rachidien, les axones issus des neurones du cortex moteur gauche croisent les axones des neurones issus du cortex moteur droit. Ce croisement porte le nom de décussation pyramidale et explique que le cerveau contrôle le côté opposé du corps. Étudions à présent comment se fait l'intégration des informations par le motoneurone de la moelle épinière. Rappelez-vous que dans le réflexe myotatique, nous avons vu qu'un neurone sensoriel est connecté à un seul motoneurone. Il y a une relation de 1 pour 1. Dans le cas du mouvement volontaire, plusieurs neurones pyramidaux se branchent sur un même motoneurone qui réalise une sommation spatiale des informations. Ce neurone doit intégrer des potentiels d'action arrivant avec des fréquences différentes et à des moments différents. C'est la sommation temporelle des informations. Enfin, le motoneurone doit intégrer des informations qui peuvent soit l'activer, soit empêcher son activité, c'est-à-dire l'inhiber. C'est la sommation algébrique des informations. À la fin, le motoneurone élabore un unique message nerveux en ayant réalisé la somme de toutes ces informations. Au niveau des muscles, le motoneurone véhicule l'information jusqu'aux cellules musculaires qui l'innervent. Notez qu'un motoneurone peut se connecter à plusieurs fibres musculaires, mais en retour, une fibre musculaire ne reçoit le message que d'un seul motoneurone. Quelles sont les informations importantes ? Retenez que le message nerveux moteur part du cerveau, descend le long de la moelle épinière jusqu'à atteindre les motoneurones de la moelle épinière. Retenez également que la commande du mouvement est contralatérale, c'est-à-dire qu'une partie du cerveau va contrôler le côté opposé du corps. Retenez que le corps cellulaire des motoneurones de la moelle épinière font une sommation des informations qu'ils reçoivent de la part des neurones pyramidaux du cerveau. Et enfin, retenez qu'une fibre musculaire est connectée à un seul motoneurone, de la part de qui elle reçoit un seul message nerveux.